Salam alaikum à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 15 de notre série Réflexions et péripéties du Nourti. Gosse de la DAS, de l'adoption à l'islam, récit de vie. Comme d'habitude dans cette série, vous êtes habitués maintenant, je vous fais un petit disclaimer par rapport à l'objectif de la série Réflexions et péripéties Nourti. Ce n'est pas une série dans laquelle je viens donner des conseils religieux, dans laquelle je parle de sciences islamiques, bien sûr. C'est une série dans laquelle plutôt je parle, comme son nom l'indique, comme son titre l'indique, de mes réflexions, de mes péripéties, de mes expériences vécues, de tout ce que je pense, de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce qui est ma vie en fait et mon cheminement spirituel propre. Et bien évidemment, je vous demanderai de ne pas prendre ce que je dis comme de la science religieuse, comme des injonctions ou peu importe, c'est vraiment un récit de vie en fait. D'autant plus aujourd'hui, puisque je vais vous parler d'une chose qui est assez intime. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails évidemment, mais voilà, je vais quand même vous parler d'une chose intime qui a été mon placement en famille d'accueil, et je vais aussi aborder la question de ma conversion, même si je reviendrai de façon plus précise sur celle-ci dans une vidéo ultérieure, Inch'Allah. Voilà, maintenant que le disclaimer est fait, on peut commencer. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale que je m'apprête à vous faire parce que je viens vous partager mon parcours de gosse de la DAS. Et vous allez comprendre pourquoi j'emploie volontairement cette expression. Ça fait des années en fait que je me dis que j'ai envie d'en parler, notamment à travers un livre qui, si Dieu le veut, paraîtra un jour, Inch'Allah. Et puis évidemment sur les internets parce que Dieu sait à quel point la technologie nous facilite la vie. En partageant mon parcours, je souhaite ardemment que des personnes puissent se reconnaître en moi, puissent se reconnaître dans mon parcours et avoir de l'espoir, car malgré toutes les mauvaises représentations, réelles aussi par ailleurs, que l'on a de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance, parfois celle-ci sauve des vies, et ça il faut le dire. Bien sûr, il n'y a personne d'autre que Dieu derrière tout ça, mais voilà, c'est une façon de parler. L'ASE, anciennement nommée la DAS, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, l'ASE, autrement dit l'aide sociale à l'enfance, c'est un service du département dans lequel vous habitez et chaque département français en possède un. Ce service s'occupe de la protection des mineurs en danger, des relations inter- et intrafamiliales, dans le but de protéger les enfants et d'aider les parents dans leur mission éducative selon la loi française du 5 mars 2007. Donc, quelles sont les missions de l'ASE? Donc, ces trois actions fortes sont la prévention, l'accompagnement et la protection. Anciennement, du coup, on appelait l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, on l'appelait la DAS, Direction départementale des affaires sanitaire et sociale, et elle avait les mêmes missions au final que l'ASE, mais elle a été dissoute en 2010. Voilà, ça c'est pour le côté un peu historique. Personnellement, moi, j'emploie volontairement l'expression de gosse de la DAS parce qu'elle a été fortement connotée péjorativement. Souvent employée pour désigner un enfant mal élevé, qui n'aurait pas d'éducation, qui n'aurait pas de provenance, limite un gosse de la rue, un BATARD à la limite, un enfant un peu illégitime. Voilà, on dit souvent gosse de la DAS de façon péjorative, de façon méchante dans la bouche de ceux qui l'emploient, et c'est souvent ainsi qu'elle est comprise. Donc ça, c'est rabaissant et ça vise à discriminer l'enfant finalement en lui rappelant qu'il n'a pas eu une enfance normale dans un foyer aimant, non plus que les conditions optimales pour s'épanouir. Donc gosse de la DAS, c'est plutôt une pique quand on le dit. Et j'aimerais du coup dans cette vidéo, mon objectif c'est un peu de retourner cette expression contre elle-même et montrer qu'en fait on peut et même qu'on doit en tant que gosse de la DAS, en tant qu'enfant adopté, en tant qu'enfant de l'ASE, en tant qu'enfant placé, cela réapproprier et en fait en faire quelque chose de positif, tout simplement. Mon placement et ce qui s'en est suivi. Cette vidéo, par souci de préserver bien évidemment mes proches et dans un souci aussi de pudeur, je n'entrerai volontairement pas dans les détails. Donc personnellement, j'ai été placée en famille d'accueil à ma naissance alors que je n'avais que 15 jours. Mes parents n'étant pas capables de s'occuper de moi pour diverses raisons, l'assistance sociale a fini par être prévenue et au début j'ai donc été placée dans la famille d'accueil, mais la DAS a laissé le choix à mes parents. C'est-à-dire que je pouvais soit rester dans la famille d'accueil dans laquelle j'ai été placée, soit aller chez la propre sœur de ma mère. Néanmoins, si mes parents, mais c'est surtout ma mère qui a pris la décision, je sais pas pourquoi mon père n'a pas forcément été très présent, mais ça je vous en parlerai après, mon père biologique du moins, si elle choisissait que j'aille chez sa sœur en famille d'accueil, elle aurait les mêmes règles à respecter que dans une famille d'accueil classique, c'est-à-dire qu'il y a des heures de visite à respecter, il y a des protocoles, etc. C'est pas parce que c'est dans la famille du parent que c'est YOLO en fait. Il y aura des choses à respecter, un processus à respecter. Et moi je pense, c'est ce qu'on s'est toujours dit avec ma maman adoptive, par jalousie peut-être de sa sœur, ma mère n'a pas accepté que j'aille chez sa propre famille, donc chez sa sœur, et elle a choisi la famille d'accueil chez qui donc je suis restée. Alhamdoulilah, ce qui aujourd'hui me rend heureuse et qui a vraiment été je pense le meilleur choix. Suite à cela, donc, je suis restée en famille d'accueil, donc dans la famille d'accueil dans laquelle j'avais été placée de base, comme l'avait été un an plus tôt mon grand frère et quelques années plus tard mon demi-frère. C'est triste parce que c'est une boucle qui se répète, mais voilà, c'est le mektoub et maintenant j'ai accepté. Ça a été en fait effectivement un énorme rêve dans ma vie, donc ça, un énorme bien dans ma vie, donc je le comprends maintenant. Et pour reparler du coup de cette tante qui avait voulu me garder, une chose que ma famille d'accueil n'a jamais compris et qui m'a longtemps rendue amère, moi-même, voire triste, fut le fait que en fait elle venait tout le temps me voir, cette tante-là, chez ma famille d'accueil avec ses enfants, son mari, donc mon oncle et mes cousins, pendant que ma mère
mère, elle réfléchissait, elle prenait sa décision, est-ce que je la laisse chez la famille d'accueil initiale ou est-ce que je la fais venir chez ma sœur. Pendant tout ce temps qu'elle prenait sa décision, ma tante venait me voir avec des cadeaux, des visites, etc. Et à partir du moment où ma mère a décidé que je resterais dans la famille d'accueil initiale classique, cette tante, elle est plus du tout venue me voir. Elle n'a plus pris de nouvelles, plus d'appels, limite plus aucun signe de vie. Et je trouve ça triste, et je sais que j'ai trouvé ça triste parce que je comprenais pas, évidemment, j'étais une enfant. Et je trouve ça triste parce que quand on aime vraiment une personne, qui plus est un enfant, donc un enfant c'est pur, un enfant c'est dénué d'intérêt, un enfant il ne comprend pas ce qu'il fait là, rien n'est de sa faute. Et ses intérêts personnels en fait est égotiste de côté en se concentrant sur le bonheur de l'enfant. Du moins c'est ce que je pense. Elle a été piquée dans son ego de ne pas avoir réussi à me garder, eh bien elle ne m'a plus donné signe de vie. Et c'est un peu triste parce que moi, qu'est-ce que j'avais fait, moi, enfant, même nourrisson, j'étais un bébé à l'époque, je pense, un bébé, une toute petite fille, pour mériter ça. Bref. Ici, on se rend compte que les épreuves difficiles de la vie, comme par exemple ici le placement d'un enfant, démontrent finalement le vrai visage des gens, quelles sont leurs vraies motivations, quelles sont leurs vraies intentions. Si elle m'avait vraiment aimée, je pense pas que le fait que je sois placée dans une famille d'accueil et pas chez elle l'aurait découragée de venir me voir. Et quand on aime vraiment quelqu'un, peu importe sa situation, on comprend et on pense d'abord à son propre intérêt, l'intérêt de la personne. Et ça en fait, cette tante-là, elle me l'a refait quelques années plus tard parce que du coup sa fille, donc ma cousine, m'avait recontactée quand j'avais 16, 17, 18 ans et j'ai recommencé à un peu aller les voir. Puis quand ils ont compris que je ne rentrais pas dans leur jeu de critiquer ma propre mère ou mon frère, etc. Bref, quand ils ont compris que j'étais pas malléable, je ne renoncerais pas à ma famille d'accueil pour eux, et bien ils ont refait la même chose, c'est-à-dire qu'ils m'ont de nouveau laissé tomber. Après, bien évidemment, il n'y a que Dieu qui sait quelles sont les intentions des gens. Peut-être que c'est pas pour ça qu'ils m'ont laissé, peut-être que... Bref, il y a beaucoup de choses, hein. Là, je vous dis, je vais pas rentrer volontairement dans les détails, mais je trouve quand même que ça en dit beaucoup. En fait, vous voyez, les épreuves de la vie, elles révèlent beaucoup le caractère des gens, alhamdoulilah, et c'est un khair, dans ce sens, c'est un bien, parce qu'on voit vraiment le vrai visage des gens. Bref, pour reprendre, donc j'ai été ainsi placée dans cette famille d'accueil, dans laquelle je suis restée ici jusqu'à maintenant, jusqu'à mes bientôt 30 ans, et j'ai toujours appelé ma famille d'accueil la femme tata et l'homme tonton, par respect tout de même pour ma mère et pour mon père biologique. Enfin, à mes 18 ans officiellement, j'étais libre de partir de ma famille d'accueil, mais je suis restée au sens où je suis partie à Lille, effectivement, physiquement, je suis partie faire mes études géographiquement, mais malgré cela, je revenais au début chaque week-end, et de façon générale, je revenais, et jusqu'à maintenant, je reviens de façon très 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 régulière dans ma famille adoptive, qui est pour moi ma famille en fait, tout simplement. Ce sont à mes yeux mes parents. Quant à mes parents biologiques, j'ai vu ma mère en visite au CMS, donc au centre médico-social, dès ma naissance jusqu'à mes 18 ans aussi, donc c'est des visites régulières, il me semble toutes les semaines, toutes les 15 jours, je sais plus trop. Et à ma majorité, donc ma famille d'accueil n'avait plus la charge de m'y amener, et c'était à moi d'y aller, donc j'y allais, j'allais voir carrément ma mère, on n'allait plus au CMS, mais j'allais chez elle, en prenant le train tout simplement. Quant à mon père biologique, il est reparti en Algérie définitivement vers mes 8 ans, parce qu'il était venu ici pour travailler. Et avant cela, il venait me voir en visite à la maison chez ma famille d'accueil, un samedi sur deux il me semble, mais c'est vrai que j'ai bientôt 30 ans, hein, donc le temps est passé, et j'ai pas beaucoup de souvenirs en fait des visites de mon père dans ma famille d'accueil. C'est très très flou. C'est vrai que ma mère, j'ai beaucoup de souvenirs parce qu'elle venait beaucoup plus et tout, on a fait beaucoup plus de choses et je suis même plus proche d'elle, ma mère biologique, que mon père biologique, mais c'est vrai que j'ai pas de souvenirs très nets, et j'ai jamais eu de lien très très fort avec lui du coup, parce qu'il est reparti assez tôt dans son pays d'origine, mais je développerai ensuite sur ce point parce que j'ai pu le retrouver, alhamdoulilah, donc voilà, tout s'est bien fini. Mais pour parler du coup de ma mère, ça a toujours été une relation plus ou moins simple, avec des hauts et des bas, sachant que c'est une personne qui est psychiquement instable. Voilà, c'est pas honteux, c'est une réalité, mais pas méchante pour autant. Simplement, c'est difficile, en fait, faut comprendre que pour une adolescente, c'est difficile, même pour n'importe qui, un enfant, un adolescent, un jeune adulte, même maintenant, à l'heure actuelle, adulte, je suis encore, j'ai encore des choses que je traite par rapport à ça. Il faut comprendre que c'est difficile, surtout pour une jeune fille à l'adolescence, de gérer ça, à l'âge où elle devrait s'adonner complètement à d'autres préoccupations, avoir des amis, faire des projets, passer le bac, j'en sais rien, tout ça. C'est très difficile d'avoir ça en plus à gérer, même si pour moi ça s'est très très bien passé, c'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo, mais quand même ça reste quelque chose de difficile. Ce qui a été le plus difficile en tant que gosse de la DAS, la première chose, ça a été le manque de spontanéité. L'enfance pourrait vraiment être le synonyme de la spontanéité, de l'innocence, bref, de cet élan vital et propre à l'enfance. Or, le fait d'expliquer à chaque fois que l'on est en famille d'accueil et donc que l'on a besoin de ce précieux sésame que sont les autorisations papier pour tout et n'importe quoi, sortie entre copines, pyjama party, même le fait de se faire couper les cheveux, et même tout événement en général. Bref, ça a brisé une certaine forme de spontanéité qui est normalement propre à l'enfance. Donc ces autorisations papier, sont des autorisations qu'on doit faire remplir par le parent quand on va le voir à la visite, pour tout et n'importe quoi, comme je dis, pour une sortie pyjama, pour une soirée pyjama, pour une sortie entre copines, même pour se faire couper les cheveux à Égypte. Et quand on est enfant placé, il n'y a pas vraiment de spontanéité dans nos rapports avec l'extérieur, au sens où il faut demander une autorisation pour la moindre des choses, et donc il faut prévoir bien à l'avance, préparer le terrain avec le parent, parfois le convaincre pour des choses aussi bêtes, comme je l'ai dit, que se couper les cheveux. Je me rappelle très bien qu'il était rare quand je pouvais aller dormir chez des amis, et je crois que je ne l'ai jamais fait étant petite, car j'étais en fait sous la responsabilité de ma famille d'accueil, et c'est normal, et qu'un problème est tellement vite arrivé qu'eux n'ont pris aucun risque, et ils ont raison sur ça. Je n'en ai pas spécialement souffert parce que j'avais tout de même beaucoup d'opportunités de m'amuser, mais en tout cas ça m'a marqué.
Ça ne m'a pas marqué au sens où j'aurais souffert de ne pas aller dormir chez mes amis parce que il y a tellement d'autres moyens de s'amuser, mais ça m'a marqué parce que je voyais bien qu'il y avait un vrai décalage entre moi qui était toujours en train de dire qui était toujours en train d'aller demander des autorisations papier pour ci pour ça, et mes amis qui le faisaient spontanément comme tout enfant normal. Je me suis aussi beaucoup rattrapée parce que j'avais des cousins qui ont le même âge que moi et on a vécu vraiment une enfance super, on a fait beaucoup de choses, alhamdoulilah, donc j'ai pas du tout été privée. Mais voilà, c'est un exemple de choses compliquées quand on est enfant placé parce que ces fameuses autorisations papier qu'on dégaine pour tout et n'importe quoi à notre parent qui, seul maître de nos destins ou presque, peut parfois se faire une joie de refuser sans explication. C'est déjà arrivé, par simple ego, par simple voilà, j'ai pas envie, et ça c'est quelque chose dont on souffre en tant qu'enfant placé. C'est un sentiment de dépendance qui peut être assez désagréable. Deuxième chose, le regard des gens. On dit qu'on est enfant de la DAS, enfant placé, il y a toujours malgré tout ce que l'on peut faire des réactions de rejet ou de remarques. Et ça c'est vraiment inévitable. Par exemple, je me rappelle très bien de ça, un jour ma tata venait me rechercher, donc ma tata du coup je vous ai dit c'est ma mère adoptive, je l'appelle comme ça, venait me rechercher à un endroit et il y avait d'autres parents, dont une femme en particulier. Cette femme elle venait rechercher un petit garçon que ma tata n'avait jamais vu. Donc quand le petit garçon est arrivé, elle l'a pas vu, elle savait pas que c'était son fils, donc elle lui a demandé très innocemment, très nia, ah est-ce que c'est ton fils? Je savais pas que c'est ton fils en fait. Ce à quoi cette femme elle a répondu méchamment et sur la défensive, bah oui, hein, c'est pas un gosse de la DAS. Hein. On comprend ici que l'expression gosse de la DAS, elle est jetée comme une pique en fait, ou quelque chose de honteux, quelque chose de blessant. Là, ce qu'elle voulait faire remarquer à ma tata, donc à ma mère adoptive, c'est que elle, contrairement du coup à ma mère adoptive, elle avait ses propres enfants. Et c'était quelque chose, ça a été lancé d'une façon blessante, et dans la bouche de cette femme, c'était vraiment quelque chose de mauvais, alors qu'à la base, c'est un état de fait, c'est un enfant placé, c'est un enfant de la DAS, ok, mais dans sa bouche, et de toute façon, c'est ce que l'expression a pris après comme connotation, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de honteux. Donc ça, c'était un des exemples par rapport au regard des gens. Évidemment, à l'école primaire aussi, les enfants me le faisaient remarquer lors de disputes par exemple, ou pour me blesser, ah toi par exemple, toi de toute façon la gosse de la DAS, ou ah toi l'enfant placé, enfin je sais plus exactement comment on le disait, hein. J'ai bientôt 30 ans, ça fait longtemps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, heureusement, alhamdoulilah, mais c'est vrai que je me souviens que ça a pu être utilisé contre moi en fait pour me blesser. Bien sûr on était enfants, mais ça marque quand même. Aussi le simple fait que tes parents adoptifs, donc ceux qui viennent te rechercher à l'école, sont parfois plus âgés que les autres parents, ou alors ne te ressemblent pas du tout. Bon moi ça va, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup typé, mais on a pu des fois me faire la remarque, là c'est vraiment ta maman parce qu'elle te ressemble pas, etc. Et même d'ailleurs des fois on m'a dit que ma mère adoptive me ressemblait, alors qu'elle a pas mon sang. Mais bon bref, tout ça pour dire que la différence en fait d'âge, la différence de ressemblance, parfois être difficile à gérer car évidemment on est questionné très souvent et il faut toujours répéter la même chose. Donc ça c'est vraiment par rapport au regard des gens. La troisième chose qui est le plus difficile, c'est le fait de prouver 2 fois plus. Et de façon générale, sans que ça ne s'incarne dans des choses concrètes, on sent quand même que cette pression vienne de nous-mêmes ou de l'extérieur, encore une fois, on sent quand même que l'on doit en faire 2 fois plus en tant que gosse de la DAS. Pourquoi? Sûrement parce qu'inconsciemment, ou même consciemment, hein, les gens en face de nous ont dans leur tête notre provenance, ils savent notre provenance, et donc ils s'attendent peut-être déjà inconsciemment ou non à quelque chose. Les préjugés ont la dent dure, et même si personnellement, grâce à Dieu, alhamdoulilah, je n'ai pas beaucoup souffert de cela, j'ai quand même toujours eu cette sensation de devoir prouver beaucoup plus, de devoir prouver 2 fois plus, de devoir faire 2 fois plus. Ça s'explique que difficilement parce que c'est un ressenti et c'est intime. Mais récemment, par exemple, j'ai fait une publication Instagram dans laquelle je parlais de ça justement. Donc j'ai fait un petit réel dans lequel j'écrivais que voilà, j'avais bientôt 30 ans. Et même avec bientôt 30 ans, j'avais toujours cette impression ancrée, innée de devoir prouver 2 fois plus en tant qu'enfant de la DAS. Il y a une de mes anciennes connaissances qui m'a écrit un commentaire très bienveillant, hein, mais en gros, ça va illustrer ce que je vous dis. Elle m'a écrit en gros que j'avais eu une super famille, une super enfance, que j'avais de la chance, etc. Et qu'il fallait pas que je ressasse ça. Le commentaire de cette fille c'était un peu en mode mais de quoi tu te plains, t'as eu une super famille, etc. Bien évidemment, et ça je le remets pas du tout en cause, je l'ai remercié et je l'ai confirmé même dans son commentaire, mais ce commentaire il prouve bien à lui seul tout ce que j'essaye de vous dire. C'est pas parce qu'on a eu une enfance heureuse en fait, dans laquelle on a été épanoui, dans laquelle on a manqué de rien matériellement au niveau de l'affectivité, etc., que l'on ne grandira pas avec certains traumatismes en tant qu'enfant placé. En fait, c'est limite obligatoire, tout simplement. Mes parents adoptifs, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu et sincèrement, je pense qu'ils auraient même pas pu faire mieux tellement ils ont bien fait. Ça n'a rien à voir avec eux, c'est même pas propre à eux en fait. Même en ayant des parents comme eux, un enfant placé a toujours des séquelles, c'est logique parce que le placement en lui-même est un traumatisme. Aller voir sa mère tous les samedis au lieu d'aller jouer avec ses copines est un traumatisme. Avoir peur de sa propre mère car elle a des troubles psychologiques est un traumatisme. Il n'y a pas que les grandes histoires tragiques en fait qui causent des traumatismes sur les enfants, ça c'est un peu un truc aussi parce qu'on a tendance un peu à dénigrer les gens qui ont des histoires un peu moins tragiques. Chaque histoire elle a sa souffrance, chaque histoire a son lot de douleurs et en fait on peut pas hiérarchiser tout simplement.
Et à chaque fois que je réussissais à l'école, que ce soit mes parents adoptifs ou moi-même, il y a aussi ce truc de, on se sent finalement toujours un peu obligé de rappeler sa provenance. En mode soit pour dire, vous voyez, on peut y arriver dans la vie, peu importe d'où l'on vienne, que l'on soit placé ou non, soit pour attendrir je ne sais pas qui. Mais pendant de nombreuses années, mais encore maintenant, j'ai ce besoin de le préciser. J'ai ce besoin, après maintenant j'en ai fait une fierté. Il y a quelques années, j'en avais peut-être un peu honte, maintenant j'en ai fait une fierté. Mais personnellement, moi j'ai jamais voulu cacher le fait que j'étais en famille d'accueil, ou même que j'ai été convertie, parce que pour moi ce sont des fiertés et je ne dois pas en avoir honte. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on a beau avoir été placé dans la meilleure des familles d'accueil au monde, on a toujours des traumatismes parce qu'il y a toujours ce sentiment de devoir prouver 2 fois plus, parce que vous le vouliez ou non, les gens qui sont en face de vous, quand ils savent, même quand que vous ne l'auriez pas dit, mais quand ils savent que vous avez été placé, que vous êtes un enfant placé, ils ont toujours des préjugés, parce que c'est un peu, en fait, gosse de Hadas, ça rime un peu avec enfant illégitime, ça rime un peu avec enfant cassos, ça rime un peu avec voilà, l'enfant qui a pas de provenance, on sait pas d'où il vient, on sait pas c'est qui, voilà, c'est un peu cette image là qu'on a, et forcément ça nous colle en fait au basque, quoi que l'on fasse, ça nous colle au basque. Quatrième chose, l'angoisse des parents biologiques. Cette angoisse horrible qui m'étreignait le ventre personnellement à chaque fois que je devais aller voir ma maman en visite. Je pensais que cela avait été réservé à mon enfance, mais j'ai récemment expérimenté que non, c'est un traumatisme que j'expérimente encore, bon je travaille dessus, je le gère autrement en tant qu'adulte, mais c'est finalement assez logique parce que même si on sait dans notre conscient, dans notre raison, on sait que ces personnes sont nos parents, on n'a pas été habitué à vivre avec eux, donc forcément, lorsqu'on va aller les voir, ça va nourrir une certaine angoisse, ça va nourrir une certaine perte de repères parce que on n'a pas eu l'habitude de vivre avec eux tout simplement. Donc il y avait toujours cette appréhension. Donc pour certaines personnes, c'est seulement de l'appréhension ou même de la joie. Chez moi, ça a été une angoisse. Cette angoisse, elle peut aussi avoir d'autres facteurs. D'une part, le fait que mes parents adoptifs m'aient toujours dit que ça allait vite passer. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, je me rappelle que quand j'y allais, donc je traînais un peu des pieds, etc., elle me disait toujours que ça allait vite passer, que ce serait rapide et que finalement, on arriverait vite à la fin, tout simplement. Le fait de me rassurer de l'angoisse en me rappelant que ça allait vite passer, que l'heure allait bientôt arriver, moi, ça m'a fait du bien en étant enfant parce que je me rassurais avec l'heure, mais ça a aussi été mauvais, et là je suis pas en train de jeter la pierre à mes parents adoptifs parce qu'ils ont fait comme ils ont pu, mais j'ai découvert avec ma psy il y a pas très longtemps que ça a été aussi mauvais parce que cela m'a conditionné à vivre ce moment dans le futur, c'est-à-dire au lieu de me dire je vais vivre le moment au présent et je vais en profiter et de toute façon le temps finira par passer, et bien j'étais directement dès le début, je me disais ça va passer, ça va passer, ça va passer, je pensais qu'à l'heure de fin, et finalement le fait de penser qu'à sa fin, qu'à l'après, ça fait en sorte que tu n'arrives pas à profiter du moment présent, alors qu'en soi c'était pas si terrible que ça. Mais voilà, encore une fois, on fait des erreurs, c'est pas grave, je m'en suis bien sortie, mais voilà, c'était un des facteurs, je pense, de l'angoisse. Parfois ça a été terrible, comme je l'ai dit, parce que voilà, maman elle est atteinte de troubles un peu psychiques, elle n'était pas en possession de tous ses moyens, de toutes ses capacités, mais de façon générale, ça a été dans l'ensemble. Alors pourquoi ce traumatisme de tout le corps au point qu'à bientôt 30 ans, l'idée de voir ma mère biologique me provoque encore des inquiétudes? Eh bien, tout simplement parce que l'enfant intérieur, la petite Kéry, angoissée à l'idée de voir sa maman instable, n'a pas encore été guérie. Et il n'y a aucune honte à le dire, vous voyez bien, j'en parle frontalement. C'est un état de fait. Oui, à bientôt 30 ans, je ne suis toujours pas sereine à l'idée de voir ma mère, mais je suis heureuse d'avoir la lucidité, alhamdoulilah, de le savoir. Maintenant, on y travaille. Ça peut paraître très psychologie de comptoir, et Dieu sait à quel point je déteste ça, parce que moi je suis philosophe, mais c'est réel en fait. Il s'agit de rassurer son enfant intérieur, de lui parler et de comprendre qu'au final, on n'est rien de plus que des enfants fragiles qui ont pris de l'âge. Les années ne changeront rien à ton traumatisme si tu ne décides pas toi-même de le guérir. La relation que j'ai avec ma famille adoptive. Personnellement, j'ai une relation vraiment fusionnelle avec mes parents adoptifs, même si évidemment quand j'ai été ado ça a été souvent difficile, mais comme dans beaucoup de familles, parce que c'est un âge propre à la rébellion, etc. Mais malgré ça, j'ai le souvenir d'avoir toujours été proche de mes parents adoptifs et surtout de ma tata, donc ma mère adoptive. Je lui ai toujours tout confié, franchement je crois qu'elle sait tout, vraiment tout de ma vie, de ce que je me souviens, et encore à l'heure actuelle on a une relation très fusionnelle, machallah. Parfois trop de mon côté parce que je sais que je devrais couper le cordon, comme elle le dit souvent, je sais qu'elle va rigoler quand elle va l'entendre. Tout ça pour vous dire que j'ai absolument jamais ressenti la différence avec les enfants biologiques, les vrais enfants de mes parents adoptifs, de ma famille d'accueil, alors que dans de nombreuses familles d'accueil, Dieu sait à quel point la différence elle est marquée volontairement. Il y a des personnes très proches de moi qui ont été aussi placées et qui m'ont vraiment bien raconté tout ça. Pour l'une d'elles, la famille d'accueil dans laquelle elle a été placée de façon temporaire faisait des choses pénalement répréhensibles. C'est-à-dire que la famille d'accueil dans laquelle elle a été placée, tout simplement, se permettait de ne pas respecter les droits qui étaient ceux des enfants. C'est-à-dire qu'elle ne leur donnait pas forcément leur argent de poche. Voilà, en tant qu'enfant placé, tous les mois, on a une certaine somme qui vient de l'ASE, qui vient de la DAS et qu'on doit recevoir.
recevoir. Eh bien, elle leur donnait pas leur argent de poche, alors que c'était leur dû. Ou alors les traitait comme des vrais esclaves avec le ménage, la préparation des repas, l'entretien du foyer, leur faisait manger les restes pendant qu'ils se barraient au restaurant sans plus d'égards. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire que moi j'ai vraiment eu de la chance, alhamdoulilah, grâce à Dieu, parce que ma famille d'accueil n'a jamais fait de différence entre ses propres enfants et moi. Et je pense que c'est malheureusement encore léger ce que je viens de vous dire là par rapport à tout ce que l'on a entendu d'histoire et qu'on continue d'entendre à propos de l'ASE. On entend vraiment des choses horribles, malheureusement. Et que Dieu vienne en aide à tous ces enfants seulement coupables d'être nés au mauvais endroit et au mauvais moment. Encore une fois, moi, ma famille adoptive, elle a été fantastique avec moi, faisant même bien souvent plus pour moi que leurs propres enfants. Quant à ces derniers, ces enfants, c'est la même chose. Ils m'ont toujours considéré comme leur propre sœur et pareil pour moi. Il n'y a pas de différence entre mes deux frères biologiques et mes frères et sœurs adoptifs. Je me suis reconnaissante à Allah tous les jours de m'avoir donné la vie que j'ai et surtout de m'avoir placée dans une famille aussi incroyable et aussi saine et équilibrée en fait, aussi bonne et gentille. Ils n'ont jamais eu de vice à mon égard, comme beaucoup encore une fois peuvent avoir. Voilà, vous voyez, il y a des familles d'accueil voilà, qui vont prendre des enfants placés, ça va devenir leur boniche, ça va devenir même pour certains vraiment, Allah raleb, c'est grave, des esclaves en tout genre, vraiment en tout genre, vous voyez, sans rentrer dans les détails. Donc vraiment, moi j'ai eu énormément de chance, et ben c'est pas de la chance, je crois pas en la chance, je crois en Dieu tout simplement. Et aussi beaucoup de familles qui font les beaux devant les éducateurs, et en vérité ils ont un comportement abject et horrible avec les enfants. Encore une fois, ma mère adoptive, elle a été témoin de ça, elle me l'a raconté, de la part d'une femme qui gardait elle aussi des enfants, sans plus rentrer dans les détails. Dans la vie de tous les jours, cette femme-là, elle était très très sèche, voire méchante avec les enfants qu'elle gardait chez elle. Autrement dit, pas de signe d'affection ni rien à leur égard. Et quand les éducateurs venaient visiter cette femme, eh bien voilà, elle faisait semblant de les prendre dans ses bras, de les apprécier, de leur donner des petits noms, d'être câline. Mais voilà, ça c'est encore, franchement c'est triste à dire, mais ça c'est rien, vraiment ça c'est rien, et on a tellement de personnes comme ça, c'est vraiment triste. Personnellement, mes parents adoptifs, à nouveau, ils m'ont donné énormément d'amour sans pour autant prendre la place de mes parents, et ça aussi c'est un truc dont il faut parler, c'est que c'est une chose pour laquelle je leur suis reconnaissante, c'est que une bonne famille d'accueil, malgré tout l'amour qu'elle peut porter aux enfants qu'elle garde, ne doit pas les monter contre leurs propres parents et assurer les droits de ces derniers. Il ne doit pas être injuste en fait, chacun a son droit, et ça a été le cas avec mes parents adoptifs, avec ma famille d'accueil, qui même bien plus tôt me forçaient souvent à aller voir ma mère, me forçaient à penser des bonnes choses d'elle, même si voilà, il y avait des choses qui étaient des constats, donc des constats restent des constats, mais ils ne m'ont jamais monté contre ma mère, contrairement encore une fois à des familles d'accueil très 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 proches de moi, qui faisaient vraiment tout pour justement éloigner l'enfant de son parent. Après, le parent n'est pas parfait, on le sait. C'est bien la raison pour laquelle leurs enfants sont placés, mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas parfaits qu'il faut monter leurs propres enfants contre eux. En fait, il faut être juste, il faut donner la juste mesure, et même si toi-même en tant que famille d'accueil, tu n'aimes pas par exemple le parent de l'enfant que tu gardes, tu ne dois pas faire intervenir ta propre rancœur, tes propres sentiments. Tu dois ne penser qu'au bonheur de l'enfant et au bien-être et être juste, et ça mes parents adoptifs, famille d'accueil, l'a fait très très bien. Comme je vous dis, quitte même des fois à me forcer parce que parfois j'avais pas du tout envie d'y aller, mais jamais de la vie se sont permis de dire on l'amène pas, ou non vraiment ça sur ça, et ça c'est très important en fait. C'est très important de respecter ça. Je peux donc résumer en disant que j'ai toujours eu une relation formidable avec ma famille adoptive et que je les ai toujours beaucoup aimés et je les aime encore énormément, ils le savent très bien et ça ne changera pas. D'ailleurs, d'autant plus depuis que je suis musulmane. La réaction de ma famille adoptive à ma conversion. Une fois ici, je répète, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement, je vais parler de façon générale. Parce que ma conversion, ça fera aussi l'objet d'une vidéo vraiment précise dédiée à elle seule. Allah, il m'a appelé à lui, donc il m'a ramené à la foi. C'est pour ça qu'on dit reconverti, parce qu'à la base, on est musulman, mais après, la vie fait que voilà, on n'écoute pas sa foi, on va l'enterrer, on va pas voilà, on va prendre d'autres chemins. Donc Allah, il m'a rappelé à lui, à l'âge de 23-24 ans, il me semble, après une période d'incompréhension et de tristesse dans ma vie. À nouveau, ici, tout se rejoint. Ayant été placée, j'ai toujours eu plus ou moins beaucoup besoin d'être aimée, entourée, de prouver, etc., comme je l'ai dit. Et malheureusement, s'attacher à des êtres humains dans ce but, c'est se mettre une balle dans le pied, parce que les humains, on est comme ça, on est ingrat, on est changeant, on déçoit les autres, on est décevant, bref, ils ne peuvent pas nous apporter autant d'amour que l'amour que nous apporte Dieu. En tout cas, pas un amour absolu et qui remplit le cœur autant que celui de Dieu. Donc c'est en ce sens qu'à la suite de nombreuses déceptions en tout genre, que j'ai trouvé la foi. Donc sans rentrer plus dans les détails, et j'ai trouvé l'amour éternel parce que celui qui ne déçoit jamais, c'est bien Dieu. Et je crois que chaque individu, et encore plus les enfants placés, qui sont souvent en carence d'affection, ils cherchent cette forme d'amour éternel et absolu parce qu'ils ont été privés de l'amour de leurs parents. Des fois dans la famille d'accueil, c'est pas trop ça. Donc forcément, ils sont toujours dans une dépendance affective éternelle. Et l'amour en Dieu, en fait, il permet de résoudre cette dépendance parce qu'il te donne un amour absolu, parce que Dieu ne déçoit pas et parce que Dieu ne meurt jamais. La foi, c'est quelque chose qui transcende l'amour du commun des mortels.
Lorsque je me suis convertie, donc, j'ai du mal à l'annoncer à mes parents, évidemment, parce qu'ils ne m'ont pas en fait éduquée dans la religion, quelle qu'elle soit, donc dans aucune religion, et j'avais évidemment peur de les décevoir, parce qu'on a toujours peur de décevoir ses parents, même si c'est pour notre bien, voilà. En plus de cela, malheureusement, l'islam est une religion qui a mauvaise presse, hein, je vous l'apprends pas, surtout en France, en Europe, donc j'avais bien sûr peur qu'eux-mêmes aient peur avec tout ce qu'on entendait déjà à l'époque sur l'islam. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai fini par appeler ma maman adoptive afin de lui annoncer ma conversion. Donc j'ai bien sûr pleuré, j'étais en larmes au téléphone, même si encore une fois c'est un peu flou, mais je sais que j'ai beaucoup pleuré parce que j'étais très émue, parce que j'avais peur qu'elle me rejette, hein. Et finalement elle l'a bien pris. Elle m'a dit qu'elle ne me rejetterait pas pour ça, et tant que j'étais heureuse, et ça m'a beaucoup soulagée, même si évidemment elle ainsi que le reste de ma famille adoptive avait quand même peur et avait des appréhensions. C'est normal, encore une fois, par rapport à tout ce qu'on entend sur l'islam, c'est vraiment normal. Et par rapport aussi à l'image que nous-mêmes on donne avec nos mauvais comportements, c'est plus que normal. Ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. Donc ça a été petit à petit qu'ils ont eu de plus en plus confiance en ma conversion, au sens où au début, je sais qu'ils se méfiaient un petit peu de celle que j'étais devenue, encore une fois, par rapport à tout ce qu'on entend. Et puis avec le temps, même si ça a été cause de certains malentendus, hein, je me suis disputée avec des membres de ma famille, des fois ça a pu m'aller assez loin, mais voilà, ça a toujours été résolu. Donc je dis pas que ça a été tout rose, il y a eu des petits couacs, mais en général ça s'est quand même très très bien passé. Avec le temps, finalement ça s'est adouci, ça a fini par être accepté par eux et même devenu normal. Au point qu'ils respectent énormément maintenant depuis plusieurs années, hein, ma façon de manger halal, mon mari, mes habitudes de vie, etc. Ils ne me forcent à rien, ils comprennent, ils sont très respectueux, ils font preuve énormément d'adab, donc de politesse. Maintenant, j'aimerais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée suite à ma conversion dans ma famille, qui illustre ces quelques formes de rejet, parce qu'il y en a quand même eu, que j'ai dû essuyer après ma conversion. Lors d'un de mes voyages retour avec certains membres de ma famille, j'ai pu expérimenter cette fameuse islamophobie. Un des membres de ma famille a refusé finalement que j'entre chez lui pour dîner si je gardais mon voile. Donc il ne me l'a pas dit directement, mais c'est un de ses enfants avec qui j'avais voyagé qui me l'a dit sur la route du retour du voyage, ce qui m'a fait pleurer, parce qu'en fait ce qui m'a fait le plus mal dans cette histoire, c'est déjà qu'on avait passé tout de même un bon séjour tous ensemble dans ce voyage, et j'ai trouvé ça tellement brutal au retour de me dire cash comme ça, qu'en fait après toutes ces heures de voyage assez éprouvant, c'est fatigant quand même, si tu veux venir manger chez nous, en fait tu peux pas venir avec ton voile. J'ai vraiment pris ça comme une porte fermée, en fait, comme un rejet, comme une claque. Et de base c'était quelqu'un de la famille, donc je l'aurais enlevé dans tous les cas, parce que voilà, c'est de la famille proche, je peux l'enlever devant eux, mais c'est pour le principe en fait. Le simple principe m'a vraiment dérangé et blessé, et le fait de me ramener, limite de me réduire à ce voile alors que ce sont des membres de ma famille qui me connaissaient à l'époque depuis 25 ans, m'a tout de suite senti un peu comme une étrangère, et donc c'est le sujet de la vidéo, m'a ramené finalement un peu brutalement à ma condition originelle de pièce rapportée de la famille. Voilà, la pièce rapportée de la famille, l'enfant de la DAS, encore celle qui fait rien comme tout le monde, encore celle qui se démarque, encore celle qui fait l'original, encore... Je me suis vraiment un petit peu ramenée à ça en mode l'enfant de la DAS, en fait, celle qui fait rien comme tout le monde, il faut encore qu'elle vienne nous embêter avec son voile, avec son truc. Je me suis vraiment sentie comme ça, je sais pas comment l'expliquer, c'est peut-être un sentiment illégitime, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, et c'est un sentiment qui a sa place. Et ce qui m'a blessée aussi, c'est que la personne qui me l'a annoncé, donc l'enfant de la personne en question, semblait trouver cela normal, limite anodin. Ça peut l'être au sens où parfois on doit l'enlever malheureusement parce qu'on n'est pas encore une fois dans un pays musulman, il y a plein de choses qui font que voilà, on comprend, mais je trouve que ça aurait pu être dit et fait avec plus de délicatesse, surtout vis-à-vis du fait que c'était ma famille. Voilà, c'est ça qui m'a le plus blessée, c'est que c'était ma famille et ils ont un peu agi avec moi comme une étrangère en mode ah ça y est, elle porte le voile, en tout cas elle rentre pas chez moi avec son voile, alors qu'en fait avant d'être la fille voilée, je suis la nièce qu'on connaît depuis maintenant 25 ans, je suis la cousine qu'on connaît depuis 25 ans. C'est ça que j'ai trouvé dommage. Pour vous raconter encore une autre anecdote de rejet quant à ma conversion de ma propre famille, la réaction de mon demi-frère. Donc il faut savoir à nouveau qu'avec le placement, j'avais eu l'habitude de voir mon petit frère, donc mon demi-frère, souvent quand j'étais petite, puis en grandissant, étant donné qu'il avait cessé de voir ma mère, moi je suis la seule qui a continué à aller la voir, on s'est éloigné et concrètement, il n'a jamais cherché vraiment à me retrouver ou à renouer des liens. Voilà. Mais c'est vrai que quand on était petits, on allait aux visites ensemble, il y avait une forme de complicité entre nous parce qu'en fait, encore une fois, on était tous les deux dans le même bateau si vous voulez. On était tous les deux dans cette situation où on voulait pas y aller, mais vu qu'on était deux, on s'est beaucoup rapprochés parce qu'on comptait l'un sur l'autre. On était ensemble, un petit peu, c'est triste à dire, on est des enfants, mais on s'était un petit peu ligués tous les deux contre ma mère, au sens où voilà, heureusement on était ensemble, on était en équipe et on n'allait pas être tout seul à affronter ça. Mais c'est vrai que quand on a grandi, lui il a décidé d'arrêter de la voir et du coup on ne s'est plus vu de façon brutale. Quand je me suis convertie, on s'est reparlé quelques temps après via Snap ou un truc dans le genre. À chaque fois c'est assez flou, la façon dont je renoue avec les gens, c'est toujours très flou, et j'oublierai pas en fait la façon hautaine et méprisante avec laquelle en fait il est venu s'adresser à moi quand il a compris voilà, que j'étais musulmane, dénigrant ma religion, en me faisant passer pour la grosse bête, la grosse imbécile de service qui ne sait pas quelle est sa propre religion, qui va se convertir à des religions sans savoir, sans réfléchir, par effet de mode, alors que franchement je crois qu'il n'y a pas pire que l'islam pour se convertir par effet de mode, tellement cette religion elle est méprisée, tellement on ne l'aime pas de façon générale. Bref,
il m'a dit en fait des atrocités qui m'ont vraiment blessée et sincèrement ça m'a fait mal, mais je me suis dit en fait que j'étais heureuse parce que finalement Allah il avait fait un grand tri et un bon ménage dans ma vie, parce que vraiment c'est pas les seuls, j'ai perdu beaucoup d'amis aussi, enfin j'ai perdu non parce que maintenant c'est un bien pour moi, j'ai gagné ma tranquillité et j'ai gagné des relations sincères et j'ai perdu des relations non sincères. Donc voilà, mon demi-frère ça m'a fait quand même assez mal au cœur parce que c'est une personne qui m'a connue depuis que j'étais petite en fait, c'est une personne de ma famille, même si après on a passé notre enfance plus ou moins ensemble dans les visites pour aller voir ma mère, mais après on s'est plus vu, mais il a connu quand même celle que j'étais, il savait qui j'étais et voilà, en fait c'est incroyable de se dire les gens, quand tu vas dans leur sens, quand tu es comme eux, ils t'acceptent. Dès que tu prends un nouveau mode de vie, une nouvelle direction dans ta vie, eh bien ils ne veulent plus avoir rien à faire avec toi. Alors que c'est pas parce que je me convertis que je dis aux gens de croire en l'islam, que je dis aux gens de devenir musulmans, de porter le voile, n'importe quoi, simplement moi, dans ma façon d'être, je me sens mieux comme ça. Mais on n'accepte pas la différence. Voilà, on n'accepte pas la différence. Ça, c'était par rapport à mon demi-frère. Ça m'a fait très mal au cœur parce que c'était quand même quelqu'un que j'ai apprécié, parce que j'ai passé beaucoup de moments avec lui. Bref, c'est mon demi-frère. Et à l'heure actuelle, en fait, à bientôt 30 ans, bah, il ne me parle plus par rapport à ça. Donc c'est quand même très triste. Mais en même temps, voilà, comme j'ai dit, ça fait vraiment un bon nettoyage et ça fait du tri, en fait, dans les amitiés, dans les relations plutôt sincères ou non. Ensuite, on va élargir parce qu'au niveau de ma famille, comme j'ai dit, ma famille adoptive, ma famille biologique, je parle plus forcément à beaucoup de monde. Mais en tout cas, si on élargit, l'une de mes très bonnes amies aussi m'a tourné le dos et elle m'a dit que quand je lui ai annoncé finalement que j'étais musulmane, elle m'a dit que j'irais me faire péter à DAESH, voilà, hein. Entre autres réactions, entre autres piques et méchanceté. Et puis ensuite, je vous dis pas toutes les remarques que j'ai eues, qui somme toute ont été assez simples à gérer, alhamdoulilah. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de remarques, beaucoup de gens qui m'ont tourné le dos, beaucoup de... On le sent en fait, vous voyez, surtout le grand vice des réseaux sociaux, c'est que les gens ne regardent ce que tu fais, regardent ta story, regardent ta vie, mais ils ne te parlent pas en face. Et en fait, tu sens... Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous allez tous être d'accord. Tu sens leur jugement juste à travers ce que tu postes. Si tu mets une photo de toi voilée, ils sont pas en face de toi, ils sont derrière leur écran à eux, mais tu sens le jugement. Subhanallah, et ça aussi, ça a beaucoup fait le tri. Le fait que je mette des photos de moi voilée, parce que maintenant je le suis, je suis fière. Et concrètement, je vais pas dire le reste, mais tous les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que c'est ma vie, mais ça aussi, ça a fait le tri naturellement. Je vous ai dit que cette vidéo, elle n'allait pas porter sur ma conversion, mais parce qu'en fait, dans mon cheminement d'enfant placé, eh bien forcément, ça a une part, la conversion. Mais voilà, je vous en parlerai de façon plus concrète dans une autre vidéo, de façon plus précise, Inch'Allah. Mais en tout cas, quand on vous dit que se convertir, c'est un vrai combat, c'est un vrai combat. Alhamdoulilah, c'est très très difficile parce qu'en fait, on va à rebours de toute une famille, de toute une tradition, de tout un mode de vie, de tout un système de pensée qui a été le nôtre depuis notre naissance. Et l'entourage n'est pas forcément toujours bienveillant. Moi, ça a été vraiment, dans mon cas, vraiment, de façon générale, ça a été très bienveillant. Mais pas, de toute façon, la vérité, je m'en fiche des autres. Il y a vraiment que ma famille adoptive qui comptait, mes parents, les autres, voilà. Mes frères et sœurs et tout. Mais c'est vrai qu'au niveau des amis, ça n'a pas été très très bienveillant, mais en vérité, ça va. J'ai vraiment pas du tout à me plaindre par rapport à d'autres récits de conversion où les convertis en fait perdent toute leur famille, c'est-à-dire que vraiment on les fout dehors, ils perdent leur famille, leurs frères et sœurs, leurs proches, c'est horriblissime. Donc moi pour le moment, je peux dire que ça va. Donc de façon très générale, même si je sais que mon choix n'est toujours pas forcément très bien compris à l'heure actuelle par mes proches, c'est la question du voile, c'est que c'est des choses qui les titillent, ils ne comprennent pas forcément. Ce n'est quasiment plus un sujet de conflit, même si ça arrive encore, hein, encore récemment, il y a pu avoir des conflits autour de ça. Mais voilà, c'est quand même très 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 apaisé, alhamdoulilah. Les défauts dont j'ai hérité à cause du placement. Je ne suis pas encore sûre, mais je décortique avec ma psy mes TCA, donc mes troubles du comportement alimentaire, de temps en temps. Et on s'est dit que cela peut être un défaut venant de mon placement. C'est une conséquence, si vous voulez, de mon placement. Au sens où les TCA, donc l'anorexie dans mon cas à l'adolescence, était peut-être une réponse à ce besoin de stabilité et de contrôle extrême que je ne pouvais pas assouvir dans ma vie de tous les jours, puisque je n'avais pas de modèle classique de famille. Au sens où, quand une personne, elle n'a pas forcément un schéma de vie stable, même si, encore une fois, je répète, j'ai vraiment une vie super, une enfance super avec ma famille adoptive, mais quand même, j'avais le placement, il y avait tout ça. Quand une personne n'a pas forcément un environnement de vie stable, eh bien, elle a besoin souvent de quelque chose sur lequel elle va avoir un contrôle extrême. Et ça a peut-être été mon anorexie, parce que l'anorexie, c'est le fait de priver volontairement de nourriture, dans le but d'avoir vraiment ce besoin extrême de contrôle sur son corps. C'est moi qui décide ce que je mange, c'est moi qui... Voilà, ce besoin extrême de contrôle. Et étant donné que je n'avais pas la main sur ma vie en tant qu'ado, puisque je devais subir le placement et tout ce qui s'ensuit, peut-être que mes TCA, et de façon générale mon grand besoin de contrôle, ont été des conséquences de cela. Deuxième défaut que j'ai développé par rapport au fait d'avoir été placée, c'était le sentiment d'être rejetée en permanence, même quand ce n'est pas le cas. Concrètement, de façon objective, je sais qu'il y a des fois où c'est pas le cas, je ne suis pas rejetée, mais j'ai toujours ce sentiment d'être rejetée. Donc ça, qu'est-ce que c'est ?
C'est un défaut, je pense que j'ai développé suite au fait que j'ai été placée parce que, même à l'heure actuelle, voilà, je suis adulte, j'ai bientôt 30 ans, etc. Il y a des situations dans la vie de tous les jours où, par exemple, on va me dire non parce que voilà, c'est normal, ou alors on va pas forcément, je vais sourire, on va pas forcément me sourire en retour, ou alors on va être un peu cassant. Bref, des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours parce qu'on est des humains et que des fois, on fait pas attention, on parle mal. Des choses vraiment lambda et normales. Hein. Et bien, moi, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui va pas dans mon sens, je vais le prendre comme du rejet. Et je sais que quelqu'un de normal, de lambda, il va pas se dire c'est du rejet, il va se dire peut-être que la personne elle est fatiguée, ou même il va pas réagir, vous voyez. Quelqu'un qui vous souriez, qui répond pas forcément en retour, ça veut pas forcément dire qu'il vous rejette. Peut-être qu'il a pas vu, peut-être qu'il a pas envie de sourire, tout simplement. Mais moi, je sais que toutes ces petites choses, ces micro-choses, ces choses microscopiques que le commun des mortels ne va pas avoir tendance à remarquer, moi, je le remarque et je le prends comme du rejet. Et ça, je suis sûre que c'est quelque chose qui vient du fait que j'ai été placée parce que un enfant placé, forcément, il est beaucoup dans la dépendance affective, il est beaucoup dans le fait de chercher de l'affection et de l'attention. Donc tout ce qui va pas dans ce sens-là, il le prend comme un rejet, alors que ce n'en est pas forcément un objectivement. Les qualités dont j'ai peut-être hérité grâce au placement. Si nouveau disclaimer, les qualités dont je vais parler maintenant, c'est pas du tout pour me glorifier, pour me saucer, etc. Non, c'est pour vous montrer aussi que, évidemment, on voit énormément de mauvaises choses sur l'ASE parce qu'il y a des expériences concrètes et réelles qui sont horribles par rapport à l'ASE, par rapport à la DAS, mais il y a aussi des bonnes choses et ces qualités-là que j'ai héritées, je sais que c'est grâce à Dieu et je sais que mon placement, il a joué là-dedans. Donc encore une fois, vraiment, c'est pour vous donner de l'espoir, soit parce que vous êtes un enfant placé ou alors que votre enfant l'a été, bref, que vous faites face à l'ASE dans votre vie, quoi qu'en soit la situation, des défauts qui vont en découler. Non, il peut y avoir aussi des qualités et j'en suis la preuve vivante. Voilà, petit disclaimer avant de commencer. Donc ça peut être un défaut comme une qualité, mais je trouve que si on revient sur ce besoin de contrôle, je trouve que le fait de contrôler sa vie, son temps, d'être organisé, ça reste assez positif quand c'est encadré. Bien évidemment pas quand ça devient obsessionnel, mais quand c'est encadré, je trouve que c'est bien. Et ça, je sais que ça vient, je pense, de mon placement, ce besoin de se sentir contrôlante sur son emploi du temps, sur ce qu'on fait, sur ses choix de vie, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, et je trouve que c'est quand même une qualité quand c'est pas poussé à l'obsession. Deuxième chose, l'empathie. Parce qu'avec ce que j'ai vécu, même s'il y a largement pire et que mon expérience a été vraiment bonne, j'ai évidemment vite été confrontée à des situations de douleur et donc j'ai développé mon sens empathique à l'égard des autres. Ça vraiment c'est une qualité que j'ai, je remercie Dieu de l'avoir parce que je suis très très empathique, je sens beaucoup la souffrance des gens, j'ai très souvent besoin d'aider, même par exemple le simple fait de voir par exemple un animal souffrir, c'est des choses qui me font beaucoup mal au cœur, au sens où j'ai beaucoup de mal à voir quelqu'un souffrir, soit un animal ou un être humain bien évidemment, sans être moi-même affectée, mais c'est-à-dire que tout le monde, quand on voit quelqu'un souffrir, des images de guerre, des images, c'est évident qu'on souffre, mais moi je sais que des fois ça peut prendre des proportions qui font que ça me met moi-même en fait en difficulté. La loyauté, ça c'est vraiment quelque chose dont je me vante, vraiment je me vante de ça, même si ça m'a plutôt desservi dans ma vie, mais ça je sais à 100% que ma loyauté elle vient de mon expérience de placement. J'ai connu l'abandon dès mon plus jeune âge avec mon placement, puis encore une fois une myriade d'abandons suite à mes relations sociales chaotiques, et donc je sais que ma réaction face à cela a été ma grande loyauté dont je me vante encore une fois, et qui m'a plus desservi dans ma vie qu'autre chose, mais bon, je sais d'office en fait que la loyauté, pour moi ça vient de se passer, et c'est une qualité énorme pour moi que j'exige et que je cherche vraiment chez les autres, au sens où je suis moi-même à fond dans toute relation, c'est-à-dire que vraiment la loyauté pour moi c'est une qualité énorme et qui se perd énormément dans les relations, c'est-à-dire que surtout à l'heure du ghosting, à l'heure du ah si tu m'embêtes je te bloque, ah si tu fais un truc de travers je te parle plus alors que ça fait 15 ans qu'on est amis mais c'est pas grave je te bloque et machin, moi je supporte pas ça, je suis quelqu'un de très loyal dans mes relations, je déteste la lâcheté, le manque de loyauté, les gens qui ne tiennent pas leurs engagements etc, c'est un truc, c'est ma phobie, même des fois ça va trop loin, mais c'est ma phobie. Ensuite évidemment corrélé à cela la fidélité, je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle dans toutes mes relations au point à nouveau que très souvent je suis restée dans des relations quand je devais tout simplement partir parce que ça devenait toxique et mauvais pour moi, mais j'ai beaucoup de mal à quitter les gens malheureusement, à m'en séparer, même si ça tend à changer encore une fois de plus en plus parce que je grandis, je vieillis, bref je travaille sur moi, mais voilà, la fidélité c'est vraiment une qualité que j'ai eu grâce au placement. Encore une fois ici je suis pas en train de faire mes qualités en mode je me vante, je me la pète, c'est vraiment pour vous montrer que le placement ça peut avoir vraiment, être placé ça peut avoir vraiment des bonnes répercussions aussi sur nous. Autre qualité que je pense avoir acquise grâce à mon placement, grâce à Dieu, c'est une résilience et une détermination à toute épreuve. Et ça, vraiment aussi, j'en suis fière et je m'en vante, c'est vrai, je l'affirme, parce que ça m'étonne moi-même. C'est-à-dire que Dieu m'a donné une motivation et une détermination dans toute chose qui est vraiment incroyable. Dites machallah, ne me portez pas l'œil, ne me portez pas la poisse, mais quand je veux quelque chose, vraiment, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour l'obtenir, quitte parfois à tomber même dans une certaine forme d'obstination, parfois être malsaine, mais vraiment, il est très rare que j'abandonne quelque chose ou quelqu'un ou un projet ou peu importe,
importe, j'ai beaucoup de détermination à entreprendre et à mener à bien mes projets, quels qu'ils soient, mes relations, bref, tout ce qui a rapport avec la fidélité et l'engagement, je suis très très déterminée. C'est-à-dire que vraiment, alhamdoulilah, j'ai une grande force et une grande résilience en moi qui font que je suis capable de faire vraiment de très très grandes choses. Et alhamdoulilah, ça je sais que ça vient vraiment en partie de mon placement, parce que quand on est un enfant placé, on n'a pas le choix que de s'accrocher tout simplement et que d'être fort. Dernière qualité que je pense avoir acquise de par mon placement, le sens de la justice et de l'engagement. Très cliché, hein, je suis d'accord, le sens de la justice, etc. C'est très cliché, mais c'est la vérité. Je ne sais pas si j'ai fait le lien direct et conscient entre le placement et le fait de soutenir, défendre et m'engager dans beaucoup de causes, parce que c'est le cas, mais en tout cas, je pense que c'est corrélé. Ça fait très cliché, je sais très bien, mais je déteste plus que tout l'injustice, et même si je ne défends pas tous les combats du monde, parce que sinon, je serais déjà morte dans le film, parce qu'il y a trop de choses à défendre malheureusement sur cette terre, ceux que je défends, je le fais corps et âme. Soit le féminisme, que ce soit le combat des femmes, que ce soit aussi par rapport à la religion, j'ai vraiment des combats qui me tiennent à cœur, et je me bats corps et âme, et ça je suis vraiment contente encore une fois que Dieu m'ait donné cette détermination et qu'il m'ait donné ce sens de la justice et de l'engagement. Alhamdoulilah. Les séquelles de mon placement sur ma personnalité. Évidemment, quand on est enfant placé, de par notre histoire et notre vécu, on a des séquelles plus ou moins lourdes sur notre personnalité. Voici celles que j'ai pu lister avec un petit peu d'introspection. Parmi celles-ci, il y en a que j'ai pu régler, que je règle en ce moment même, ou alors que je vais régler avec un travail sur moi-même. Mais en tout cas, les voici. La première des séquelles, et je pense que ça concerne vraiment tous les enfants placés, c'est la dépendance affective. Malheureusement, on est vraiment dépendant parce qu'on n'a pas eu de parents forcément qui étaient là. Peut-être que dans la famille d'accueil, c'est pas bien passé. Et même si ça s'est bien passé, encore une fois, il y a toujours cette dépendance affective pour moi, parce qu'on en a manqué quand même. Donc forcément, la dépendance affective. Le besoin d'attention, c'est corrélé de reconnaissance qui est décuplé. On a besoin qu'on nous dise que c'est bien ce qu'on fait. On a besoin qu'on nous dise que voilà, t'es sur la bonne voie, c'est bien ce que tu fais, bravo, j'ai vu ce que tu avais fait. Corrélé à ce besoin de reconnaissance et d'attention, il y a forcément, tout est corrélé, hein, il y a forcément ce besoin d'être validé. C'est-à-dire, encore une fois, que ça soit de façon consciente ou inconsciente, on a besoin de voir que notre travail, il est apprécié, de voir que notre personne, elle est validée, elle est appréciée par les gens. Voilà, on a ce besoin vraiment d'être validé, d'être reconnu. Ensuite, là, c'est propre à moi-même, je sais pas si c'est propre à tous les enfants placés, c'est peut-être un peu moins universel. Moi, j'ai vraiment développé aussi ce besoin urgent de ne pas gaspiller de temps, comme si j'avais toujours quelque chose à rattraper. Toutes ces années dans lesquelles c'était des bonnes années, hein, voilà, j'ai été placée, etc. Mais maintenant que je suis adulte et que j'ai ma propre vie en main, que je ne subis plus le fait d'aller voir ma mère, que je ne subis plus tout ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir un besoin urgent de ne pas gaspiller de temps, de faire tous mes projets en fait, et de ne pas gaspiller de temps, d'être déterminée dans mes projets. Mais ça, encore une fois, c'est peut-être propre à moi-même. Ensuite, il y a le besoin d'être au-dessus des autres, malheureusement, de me démarquer dans les domaines que j'aime. Un peu ce besoin, des fois malsain, de compétition et de concurrence. Énième séquelle sur la personnalité, c'est la peur de l'abandon qui, avec le temps, bien évidemment, j'ai bientôt 30 ans, encore une fois, tend à s'apaiser, ça va beaucoup mieux par rapport à ma foi, par rapport à ma conversion, ça va beaucoup mieux, mais je pense que ça aussi, c'est très universel. Chez les enfants placés, il y a quand même très 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 majoritairement cette peur de l'abandon. Corrélé encore une fois à la peur de la solitude, que moi maintenant, alhamdoulilah, sur ça, je suis très très apaisée, j'aime être seule, je cherche même la solitude, parce qu'encore une fois, le travail sur nous-mêmes, la foi, le suivi psychologique font qu'on arrive à changer les tendances, mais encore une fois, je pense que la peur de la solitude, c'est aussi un grand trait chez les enfants placés, même après quand ils grandissent. Un besoin d'ordre de stabilité, ça aussi, c'est quelque chose qui vient du fait que j'ai pas forcément eu une enfance stable, par rapport au fait que j'étais en famille d'accueil, je devais aller voir ma mère, j'avais des visites, j'avais des choses à respecter. Et maintenant, dans mon quotidien d'adulte, j'ai toujours ce besoin d'ordre, de stabilité, d'être organisée et d'avoir un ordre et une routine quotidienne. La dernière séquelle qui, je pense, est aussi universelle, mais en même temps, elle est propre à moi-même. Donc vous me direz en commentaire si vous êtes enfant placé, si vous aussi, vous avez ça comme séquelle. C'est une grande exigence envers moi-même. C'est-à-dire que des fois, c'est même trop. Je me mets beaucoup, beaucoup de pression par rapport à mes objectifs, par rapport à mes buts, par rapport à ce que je veux devenir, ce que je veux être, ce que je veux faire. Et du coup, je suis très, très, très exigeante envers moi-même. Voilà pour les séquelles sur la personnalité que l'on a en tant qu'enfant placé. Conclusion, qu'est-ce que je retiens de mon expérience de placement ? Ce que je retiens de mon expérience de placement, à première vue, c'est beaucoup de bien. Alhamdoulilah, énormément de bien. Je suis très reconnaissante à Dieu parce que je crois que je suis dans la période la plus heureuse de ma vie jusqu'à maintenant. Car évidemment, on ne connaît pas l'avenir, mais en tout cas, là maintenant, depuis quelques années, je suis vraiment dans une période où je suis heureuse. Je fais ce que j'aime, j'ai la foi, j'ai ma religion, j'ai mon mari, j'ai mes amis, j'ai ma famille. Donc j'aurais dû le citer en premier, mais c'est tellement évident pour moi. Et vraiment, je fais ce que j'aime. En fait, je fais tous mes projets au niveau de mes livres, tout ce que j'aime, je le fais. Alhamdoulilah, donc je suis vraiment très très heureuse. Je suis sincère quand je dis que je ne voudrais changer mon passé pour rien au monde, vraiment, même si ça a pu être dur et que j'en ai souffert, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse et reconnaissante à Dieu de la personne qui m'a permis d'être et de devenir. Le fait d'être une enfant placée m'a donné, et je pense comme à tous, une force intérieure incroyable et beaucoup de motivation à avancer dans la vie, un caractère de lionne et de battante. Ça, c'est, je pense, vraiment universel à nous tous enfants placés. Je suis déterminée et je sais fièrement et fermement où je vais. Oui, les enfants placés
sont des battants dans l'âme. Car dès petits, on les force à se battre et à être courageux. Et ce, même s'ils ont eu comme moi un bon placement avec une enfance très heureuse, très saine, très équilibrée, ils doivent quand même être forts et quand même se battre. On doit tout de même être fort mentalement pour encaisser ce que l'on encaisse à cet âge. C'est même pas le fait d'encaisser, c'est à cet âge. Oui, c'est difficile quand tu as 15, 16, même 13, 12, 10 ans, bref, peu importe quand tu es un enfant, de devoir aller le samedi voir ta maman dans un centre où il y a des fois des gens bizarres, où il y a des fois des trucs bizarres, où tes propres parents sont parfois biologiques, sont parfois bizarres, alors que tous tes autres amis, eh bien, ils vont à la patinoire, ils vont à la piscine, ils vont jouer. Oui, c'est difficile de devoir demander des autorisations pour tout et n'importe quoi, alors que tous tes autres amis, ils font ça spontanément sans avoir besoin de passer par tout ça. Oui, c'est difficile, c'est pas infranchissable, la preuve, alhamdoulilah, j'ai réussi à passer au-dessus, mais c'est difficile et il faut le dire. Et il n'y a pas que les pires histoires tragiques qui méritent de la légitimité. Nous aussi, même si on a vécu des choses moins tragiques que d'autres, on est légitime à souffrir et on est légitime à en parler. Donc par rapport à cela, moi personnellement, je ne cache pas le fait que j'ai été placée, que j'ai été en famille d'accueil, que j'étais une gosse de la DAS, que j'étais une enfant de l'ASE. J'en suis fière et j'en fais ma force, alhamdoulilah. Et j'aimerais vraiment que chaque enfant placé qui me regarde, qu'il l'ait été dans le passé ou qu'il le soit encore maintenant, comprennent qu'il n'y a aucune honte à l'être en fait. Vraiment, il n'y a aucune honte à l'être. Il faut faire tomber ces clichés sur les gosses de la DAS, infects, sauvages, mal élevés, qui viennent de la rue, ces gosses qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas d'origine, qui n'ont pas de provenance. C'est pas de notre faute en fait. Nous, on n'a rien demandé. Subhanallah, ce ne sont rien de plus que des enfants en demande d'amour. Et peut-être que s'ils sont sauvages justement, c'est parce que justement, ils n'ont pas trouvé d'autres méthodes pour attirer votre attention, pour attirer de l'amour et de l'affection. Être arraché de son cocon familial est une douleur énorme, même si ce dernier était nocif ou toxique pour nous, car malgré tout, un enfant, quoi que ses parents lui aient fait, il continue d'aimer ses parents. C'est quelque chose qui a été prouvé. L'enfant, il continue d'aimer ses parents, même si ce sont les pires bourreaux. Conclusion, n'ayez jamais honte d'où vous venez, de votre passé, de votre origine, de votre provenance. Soyez-en fiers et faites-en une force. Transformez-le en force. Rien ne nous détermine à l'avance. Tout est dépassable par l'espoir que l'on porte en Dieu et par la foi, parce que c'est lui et lui seul qui change les choses. Et n'oubliez pas que s'il vous a placé là dans cette situation, c'est pour une bonne raison. Il aura forcément des leçons à tirer, que ce soit maintenant ou à posteriori. Soyez fiers de vous et ne vous laissez jamais réduire à votre origine. Efforcez-vous de briller. Dieu vous a donné une force qu'il a donnée à très peu de monde et ça, c'est une qualité et c'est une fierté dont il faut tirer profit dans votre vie de tous les jours et jusqu'à votre mort.